Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'énergie pour un peu comprendre qu'est-ce que c'est et d'où elle vient dans notre environnement. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, si je prends la définition de l'énergie, là je lis sur Wikipédia, en physique l'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. Donc tout ça, c'est un petit peu abstrait, hein, forcément, quand on n'est pas trop dans le domaine scientifique. Mais tout simplement, l'énergie, c'est pourquoi on mange. Pourquoi on mange, c'est pour se déplacer, pour maintenir son corps à 37 degrés. Donc, en gros, l'énergie, ça sert à quoi? À bouger et à chauffer. Globalement, une fois qu'on a réussi à bouger et à chauffer ou à créer de l'électricité, on peut tout faire. Et il faut savoir qu'un humain moyen consomme environ par jour 2000 kcal d'énergie. Donc ça, c'est marqué derrière tous les paquets d'alimentation, il y a marqué apport journalier 2000 kcal. Et donc en fait, les calories, c'est vraiment une unité d'énergie. La définition, c'est que 1 kilocalorie, ça va être l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 litre d'eau de 1 degré. Donc voilà, c'est assez simple comme définition. Et il se trouve qu'en physique, la vraie unité d'énergie, c'est le joule. Et donc, 2000-2500 kcal, c'est environ 10 000 kJ. Donc ça, c'est ce dont on a besoin, une personne par jour. Et donc, si on multiplie tout ça par 365 pour savoir l'énergie qu'il faut sur une année, et qu'on compare ce chiffre à l'énergie consommée dans le monde, donc par le transport, donc tout ce qui est pétrole, tout ce qui va être production d'électricité, donc avec le charbon, le gaz, le nucléaire, bref, tout ce qu'on consomme comme énergie dans le monde, avec l'industrie, etc., ça représente 600 hexajoules. Et donc, 600 hexajoules, c'est en fait 20 fois plus que tous nos apports alimentaires pour les 7,9 milliards d'humains. Voilà, donc dans le monde, on consomme énormément d'énergie et ce chiffre est vraiment croissant. Là, vous pouvez par exemple voir sur la courbe de l'Agence internationale de l'énergie que la consommation d'énergie dans le monde est vraiment croissante année après année. Donc ça s'explique par deux phénomènes. Il y a déjà, premièrement, l'augmentation de la population. Donc on se doute bien que plus il va y avoir d'habitants sur Terre, plus chaque habitant va consommer de l'énergie pour se déplacer, se chauffer, vivre. Et à côté de ça, il y a l'augmentation du niveau de vie. Plus on augmente son niveau de vie, plus on va voyager, plus on va se chauffer, acheter des biens de consommation. Tout ça, ça va demander de l'énergie par les machines qui fabriquent nos objets, par exemple. Tout ce qui est appareil électronique, dès qu'on va acheter des vêtements, par exemple, tous ces vêtements, appareils électroniques vont demander là où c'est fabriqué, donc par exemple en Chine, beaucoup d'énergie. Et par exemple, la Chine utilise quoi comme énergie? Elle utilise le charbon en masse. Et donc le charbon, comme on le sait, c'est la source qui émet le plus de CO2 parmi toutes les solutions qu'on a pour produire de l'électricité. Et donc regardons un peu le camembert des énergies consommées dans le monde pour voir d'où vient l'énergie qu'on consomme. De quelle énergie on tire nos 600 hexajoules d'énergie par an. Tout d'abord, la source d'énergie numéro 1 dans le monde, c'est le pétrole, avec 31% de l'énergie consommée qui vient du pétrole, donc c'est principalement pour tout ce qui est transport. Vient ensuite le charbon, avec 22% de l'énergie mondiale, qui est principalement utilisée pour produire de l'électricité, mais pas que, il peut juste être brûlé pour juste produire de la chaleur et faire fondre divers matériaux. Vient ensuite à 25% le gaz, donc qui est utilisé pour produire de l'électricité, mais aussi pour se chauffer, pour cuisiner, pour chauffer notre eau. Vient ensuite la biomasse, donc 9% de l'énergie mondiale. Donc là, on va retrouver tout ce qui est bois, donc pareil, pour se chauffer ou produire de l'électricité. Tout ce qui est biogaz, du gaz libéré par la décomposition de déchets, végétaux ou autres. Ensuite, en bleu, 6% pour l'hydraulique, donc ça va être principalement pour produire de l'électricité. Vient ensuite 4% pour le nucléaire. Donc là, le nucléaire sert, pareil, exclusivement à faire de l'électricité. Donc par exemple en France, aux États-Unis, en Chine, où il y a beaucoup de centrales nucléaires. Et on commence là à rentrer dans les toutes petites barres, où on voit 2% de l'énergie mondiale provient de l'éolien, donc l'énergie du vent. Et ensuite 1% d'énergie solaire. Donc là, on se rend compte que c'est vraiment tout petit. Et un tout petit 0,2% de géothermie, donc l'énergie thermique qui vient du sol et qui vient en fait du noyau de la Terre. Et on voit ici sur ce graphique que ce soit pour le pétrole, pour le charbon, pour le gaz et même pour la biomasse, toutes ces énergies, en les brûlant, donc en fait on va brûler toutes ces énergies, elles vont donc libérer leur énergie stockée sous forme chimique et en brûlant, elles vont libérer le fameux CO2
Et ça, on n'en veut pas. Ce qui est assez amusant, c'est que sur ce camembert des énergies, il y a en fait 96% de l'énergie mondiale qui provient en fait du soleil. Je m'explique. Quand on pense à l'énergie solaire, on pense seulement aux panneaux solaires. C'est vrai que c'est l'énergie directement lumineuse qu'on va transformer en électricité. Mais il se trouve que l'énergie éolienne, c'est quoi? Ça vient du vent. Et le vent, il est créé comment? Il est créé par les mouvements de convection créés par l'évaporation des océans principalement. Et pourquoi les océans s'évaporent? C'est quand le soleil vient frapper à la surface de l'eau, ça va venir évaporer l'eau, et donc en montant, ça va créer des mouvements de convection qui vont en fait générer tout le vent. Et globalement, c'est grâce au soleil et grâce à l'évaporation de l'eau que le vent est créé. Ensuite, l'énergie hydraulique. On a vu que l'énergie hydraulique, on pense tout de suite aux barrages, l'eau stockée dans les barrages, et cette eau stockée en hauteur, on va venir la turbiner pour faire tourner les turbines, et ça va être l'énergie qu'on va utiliser. Mais comment l'eau, elle est arrivée dans les barrages? Elle est arrivée grâce à la pluie, et l'eau de la pluie, comment elle est arrivée en haut? Elle est arrivée grâce à l'évaporation des océans. Et comment les océans s'évaporent? Encore une fois, grâce au soleil. Donc en fait, l'énergie hydraulique, ce n'est rien d'autre que de l'énergie solaire qui a été un petit peu transformée sous forme d'énergie potentielle, et ensuite, en pleuvant, cette énergie potentielle est libérée et on vient en extraire une partie. Je continue. Tout ce qui est biomasse. Donc la biomasse, par exemple, le bois. Le bois, il vient d'où? Des arbres. Et les arbres, comment ils poussent? Ils poussent grâce à l'énergie solaire. Grâce à la photosynthèse, ils vont pouvoir pousser et en fait absorber du CO2 de l'atmosphère pour le convertir en carbone, pour en fait construire ses branches, son tronc, qui est en carbone, et ensuite l'arbre, une fois qu'il a fini de pousser et qu'on décide de le couper et qu'on le brûle, en fait l'énergie qu'on va extraire du bois, c'est en fait l'énergie lumineuse que l'arbre a absorbée grâce au soleil avec la photosynthèse. Et ensuite, nos trois énergies fossiles les plus connues là et les plus dévastatrices en termes d'émissions de CO2, le charbon, le gaz et le pétrole. Et bien ces trois énergies, c'est aussi en fait de l'énergie solaire, étant donné que le charbon par exemple se crée avec la décomposition des végétaux, comme je peux le montrer sur ce schéma. Les végétaux ont en fait, en pourrissant, formé une couche un peu comme un marécage, et au fur et à mesure des années, en fait, au cours des milliers, voire des millions d'années, ça va former différentes strates, et en fait, ces végétaux vont pourrir jusqu'à se transformer en carbone, et ça va former le charbon. Donc en fait, le charbon, ce n'est rien d'autre que des végétaux qui ont été compressés et qui ont pourri sur la Terre sur des millions d'années. Ensuite, le pétrole et le gaz, eux, c'est plutôt des déchets organiques aussi, donc pas trop au niveau des marécages, mais plus au fond des océans, où les déchets, par exemple, tout ce qui est algues, et en fait tout ce qui est faune et flore qui pourrissent et qui tombent au fond, ça va faire des déchets organiques, et pareil, sur des milliers, voire des millions d'années, ça va former des couches, et donc avec l'accumulation de strates de déchets organiques et la pression, il va se former ce qu'on appelle le kérogène, donc ça va être une sorte de poubelle de déchets organiques, et en fait, des bactéries vont venir grignoter un petit peu certaines parties, et vont enlever notamment les atomes d'oxygène et d'hydrogène de ce kérogène, et ça va émettre du méthane, tout comme nous, on émet du méthane globalement en pétant. Pourquoi? C'est en fait la digestion, les bactéries contenues dans notre système digestif vont extraire de l'énergie un petit peu de nos aliments et ça va libérer du méthane. Et bien en fait, c'est exactement pareil qui se passe sous terre avec la dégradation des déchets organiques marins. Ça va créer du méthane, et donc le méthane, c'est quoi? C'est le fameux gaz naturel. Et le pétrole va être en fait un dérivé de ce fameux kérogène qui va se dégrader et former du pétrole qui va être en fait coincé dans des couches sédimentaires. Et c'est pour ça qu'on fait des forages aujourd'hui pour prélever ce pétrole qui est en fait à des centaines, voire des milliers de mètres sous terre et qui s'est formé il y a plus de 20 millions d'années. Donc c'est vraiment des processus très longs pour former toutes ces énergies fossiles. Mais au final, au début de toute la chaîne, c'est bien le soleil qui va faire pousser des végétaux. Les végétaux vont ensuite se dégrader ou alors être mangés par des animaux, et les animaux, en se dégradant à leur tour, vont en fait former des déchets organiques, et ces déchets organiques, en étant compressés, vont former le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Et donc c'est bien le soleil, l'énergie primaire, qui va permettre de créer tous ces sous-énergies. Et les 4% restants, c'est en fait le nucléaire ici, et la géothermie avec 0,2%. Et le nucléaire, c'est quoi? C'est pas de l'énergie solaire pour le coup, c'est vraiment de l'énergie contenue dans des noyaux lors de la formation de la Terre. L'uranium, c'est un atome qui est là depuis le début de la formation de la Terre, et donc on vient extraire l'énergie de ces atomes d'uranium dans les centrales nucléaires. Et la géothermie, la chaleur contenue au centre de la Terre, c'est pas l'énergie solaire celle-là,
c'est pareil, c'est de l'énergie nucléaire en fait. Dans le noyau de la Terre, il y a plein de réactions nucléaires et c'est ce qui fait qu'il y a une sorte de magma en fusion au centre de la Terre. Et d'ailleurs, la lave, c'est quoi en fait le magma? C'est de la roche en fusion et pourquoi elle est en fusion? C'est parce qu'elle est chauffée par toutes ces réactions nucléaires au centre de la Terre et on peut, dans certaines régions, prélever cette énergie thermique. C'est la géothermie, mais ça représente que 0,2% de l'énergie mondiale aujourd'hui, donc c'est vraiment extrêmement faible. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était surtout pour vous expliquer que 96% de notre énergie aujourd'hui provient du soleil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Là, j'ai des petites idées assez sympathiques avec des belles métaphores pour comprendre divers phénomènes sur notre énergie. Donc j'ai assez hâte de faire ces vidéos et je pense que vous allez bien aimer. Donc portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut, salut!